Bonjour à tous. Pour ceux qui n'ont pas mis les casques, je fais des gestes. Ça marche pour tout le monde? Ok, super. Écoutez, on va d'abord se présenter. C'est pas très poli. On va commencer par Jérémy, qui n'est pas du tout sur la photo, vous allez voir. Ouais, je suis la guest star. Donc Jérémy Snow, je travaille pour la société Midea et pour l'entité climatisation, pompe à chaleur, ventilation résidentielle. Et donc voilà, c'est l'occasion aujourd'hui de pouvoir vous présenter nos produits adaptés à l'ECS. Thomas Béraudier, donc bureau d'études. J'accompagne Midea, on a fait un projet ensemble sur la décarbonation. Et Émeric Duval, donc je m'occupe de la prescription et des grands comptes pour le marché français pour Midea HVAC France. On va commencer d'abord en fait le sujet, on s'assoit comme tout le monde du coup, si ça vous va. L'idée c'est de vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, enfin vous êtes. Parler d'un cas concret, c'est là où Thomas interviendra. Quelle réflexion on a par rapport au marché de l'ECS et des solutions décarbonées, les pistes de réflexion, et on va ensemble découvrir les solutions, la solution qui a été définie sur ce cas concret et les solutions qu'on avait jusqu'à présent, jusqu'à 2025 on va dire, et les solutions pour 2026. C'est là où Jérémy interviendra sur une solution complète. Le contexte, il est plutôt, entre guillemets, favorable, puisque on est sur des solutions de différenciation de fluides. Vous avez tous entendu parler de R410, de R32, de R290, qu'on appelle communément du propane. Ce sont des solutions aujourd'hui qui sont obligatoires, puisqu'on se doit de baisser notre consommation énergétique et l'impact environnemental. Là-dessus, je pense que c'est des sujets, Jérémy, qui ont été travaillés en R&D, parce que Jérémy ne l'a pas précisé. Mais oui, j'ai oublié de le préciser, R&D, je fais partie du centre européen R&D donc de Midea, basé en Allemagne. Et en effet, les sujets de décarbonation, de réduction de l'impact CO2 des fluides, c'est un sujet qui intéresse toute l'industrie, et notamment Midea qui fait partie des plus gros fabricants au monde de pompes à chaleur. Et dans ce cas, on a aussi Thomas qui en tant que bureau d'études, est contraint de trouver des solutions, que ce soit pour la production de CS, mais aussi pour d'autres principes et de choix stratégiques. Voilà, exactement. On va parler aussi de connectivité, puisque aujourd'hui, avoir une installation qui fonctionne essentiellement pour produire de l'eau chaude sanitaire ou du chauffage dans un monde hyper connecté, ça n'a pas vraiment de sens. Donc de trouver des éléments qui sont plus intéressants. Tu veux que je parle un peu du cas concret? Allez, vas-y, c'est à toi. Donc, le cas concret, moi je viens donc de la région Rhône-Alpes-Auvergne. On a beaucoup d'installations dans les stations qui tournent encore au fioul. Le gros sujet et un des enjeux est de savoir comment on fait quand on est en basse saison, notamment l'été, pour éviter de consommer du fioul. Il y a plusieurs solutions, l'hybridation, on en entend parler, du solaire, de la PAC. Et donc sur un projet sur lequel on a bossé ensemble, on s'est dit comment on peut essayer d'écréter l'ECS au maximum. Vous m'entendez? Comment on peut essayer d'écréter au maximum le sujet de consommation fuel sur l'ECS. Donc l'idée de l'hybridation, c'est conserver une installation qui fonctionne au fuel pour le chauffage, pour quand on n'a pas assez de puissance, et essayer à mi-saison et l'été de passer sur des installations avec des COP plus qu'importants. Et donc on parlait des fluides aujourd'hui, notamment les fluides les plus opportuns, c'est le R290. On l'a bien compris, en ECS, il y a d'abord un calcul qui s'effectue sur la réalité de terrain, sur ce qui était produit auparavant, sur ce que ça donnait, et l'objectif n'est pas de réduire le confort, réduire la consommation, réduire l'impact environnemental, mais entre guillemets ne pas réduire le confort. Alors là, on parle évidemment d'eau chaude sanitaire collective. Donc les réflexions et pistes, très clairement, c'est des choses sur lesquelles on avait plein de solutions. On va vous les présenter une à une.
et on va définir ensemble celle qui aurait été la meilleure. Après, on en a choisi une, hein, donc à un moment donné, on va espérer que vous soyez d'accord avec celle qu'on a choisie. Et on vous expliquera que probablement à l'avenir, cette solution a du sens, mais que d'autres puissances, en fonction des puissances, en fonction de la demande, en fonction de l'environnement, du type de bâtiment, plein de choses peuvent rentrer en jeu. Je vais le garder dans la main. Tu veux que j'explique un peu l'idée Ouais, d'origine ? Vas-y. En fait, aujourd'hui, sur un bâtiment, quand on a une production collective, un des sujets, c'est qu'est-ce qu'on fait ? On consomme de l'eau, on chauffe de l'eau, on consomme de la chaleur par un bouclage. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de passer avec de l'individualisation ? On s'est posé la question, ballon électrique, ballon thermodynamique, il y a des contraintes, on perd de la place. Donc automatiquement, quand on est en station, le coût au mètre carré, c'est pas acceptable. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on propose cette solution ? Oui, non. Je ne sais pas si vous voulez présenter les produits ou si ça sera présenté un peu après. Oui, enfin, très clairement, enfin, Thomas vient de le préciser, mais l'application de ce type de produit est plutôt sur du résidentiel avec des besoins individuels. Effectivement, on a la possibilité d'avoir des ballons qui sont posés au mur, qui font 80 litres, jusqu'à des ballons 290 litres avec un groupe extérieur. Effectivement, sur des besoins importants en quantité, c'est multiplier le nombre de ballons en chauffage, multiplie aussi les contraintes au sol et multiplie aussi les problématiques de distribution. Sachant que sur ce cas concret, on ne remplaçait pas, on intervenait pour ajouter, pour consommer moins sur une installation existante de distribution de CS collective. Donc, sur ce projet, vous aurez compris assez rapidement que nous n'avons pas retenu cette solution. Du coup, au niveau des solutions, R290, effectivement, des solutions R32, haute température, on n'en avait pas. Donc R290, c'est un produit qui s'applique plutôt bien, qui fait aussi de la production de chauffage. Mais dans ce cas présent, on avait la possibilité, puisque des fonctionnements jusqu'à moins 25 degrés, avec des températures à 75 degrés. Donc la solution qui correspond le mieux, et comme Thomas l'a dit juste tout à l'heure, la possibilité de venir en relève d'une chaudière existante. Préchauffage. Préchauffage, pardon. C'est vrai qu'à chaque fois je dis relève de chaudière, excusez-moi. Préchauffage, ça a été un sujet assez... un technicien. L'autre avantage de ce produit-là, c'est un seul produit, une empreinte au sol qui est peu élevée, avec des solutions qui vont de 30 kg jusqu'à 140 kW. Je ne sais pas si vous avez prêté attention sur la première image, vous aviez déjà la réponse en réalité, puisque on n'a pas parlé de la contrainte en termes d'implantation du groupe extérieur. Il a fallu créer une plateforme, mais surtout aussi de faire un élytreuillage, puisque on peut la remettre. Voilà. Donc c'est très beau. C'est chez lui. Je ne sais pas si vous avez si vous habitez par là-bas, mais c'était très chouette à mettre en œuvre. Et néanmoins, la contrainte était importante. Donc multiplier le nombre de groupes, vous avez compris que ça allait être compliqué. Là, en l'occurrence, il a fallu trouver une solution pour faire de l'eau chaude sanitaire collective avec un seul module pour être en préchauffage, pardon, M. Barodier. Voilà, l'intérêt, ce que je disais, l'intérêt reste d'essayer de décréter les consommations en fuel qu'on est obligé de toute façon de prendre pour le chauffage quand il fait vraiment froid. Donc c'est pour ça le préchauffage et en été basculer à 100% électrique. Il y a aussi un autre intérêt sur ce produit-là, on en parle assez rapidement, mais vous avez aussi la possibilité, puisqu'on va créer du primaire en réalité en chauffage, soit de faire une application ECS, soit chauffage seul, mais aussi la possibilité de coupler les deux. Ça, c'était les solutions 2025 sur ce projet. Okay. Ensuite, sur l'avenir, pas l'avenir proche, c'est des solutions qu'on n'avait pas l'année dernière. On a aussi des solutions pour la production d'ECS dans l'habitat collectif, habitat résidentiel. Oui, c'est ça. Et là, on a le responsable Europe du développement de ce produit qui s'appelle HPAC. Alors on l'a dit, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui on va difficilement trouver une solution qui
répond à tous les besoins de tous les bâtiments dans toutes les circonstances. Donc on est un peu en train de naviguer, souvent au cas par cas, finalement, quel produit irait bien dans ce cas-là. En effet, peut-être le chauffe-eau thermodynamique de temps en temps ou une pompe à chaleur aéro extérieure en hybridation avec une chaudière fuel. Et donc au sein de Midea, on réfléchit aussi à est-ce qu'il n'y a pas des produits qui nous manquent dans le catalogue, des solutions qui n'existent pas ou pas complètement sur le marché ou pas exactement comme il y aurait besoin. Et donc c'est là où on fait intervenir donc notre centre de recherche et d'innovation basé à Stuttgart, où il y a une trentaine d'ingénieurs donc, qui réfléchissent en collaboration avec les équipes de Midea en Chine sur le développement de solutions vraiment innovantes. Et donc on est depuis quelques années maintenant, et donc là le produit est sur le point d'être commercialisé. Il devrait arriver en Europe dans les semaines qui viennent. On est sur un produit, donc une pompe à chaleur. On sait qu'on doit décarboner, hein, donc on essaye de mettre des pompes à chaleur dans la majorité des produits qu'on fait. On fait une pompe à chaleur au propane, de R290 aussi, parce que c'est le fluide aujourd'hui qui permet d'avoir le taux équivalent d'émission de CO2 le plus faible. Et que cette pompe à chaleur, malheureusement, dans beaucoup de cas, on n'a pas la place dehors. Alors on l'a vu pour le module Mars, mais c'est vrai aussi dans du collectif qu'on peut retrouver dans toutes les villes et toutes les campagnes en France, ou voire même des maisons mitoyennes ou en bande. Voilà, c'est aussi des contraintes qu'on peut avoir. Donc l'idée, ça a été quoi? De se dire, on veut une pompe à chaleur sans unité extérieure, qui viennent alimenter un réseau d'eau qu'on imagine existant, parce qu'on souhaite pouvoir aussi s'interfacer avec ce qui existe dans le bâtiment et pas tout démonter pour avoir une solution économiquement viable. Donc c'est une pompe à chaleur RO qui va pouvoir faire le chauffage et le rafraîchissement de la maison, mais aussi le CS. Et là on rejoint du coup le sujet du jour, pouvoir faire le shot sanitaire via un ballon qui pourrait être déporté. Et ce produit, étant donné que c'est une pompe à chaleur RO, on a quand même besoin d'aller récupérer l'air sur l'extérieur avec un échangeur dans le module. Et donc c'est pour ça que vous le voyez peut-être sur les petits schémas au-dessus de flexibilité, mais on va avoir deux gaines qui vont pouvoir offrir, donc il y a une dépression, une capacité de mise en dépression du coup de ces gaines de 110 pascal. Et donc on va pouvoir aller soit accéder à la toiture, soit au mur, et indépendamment du coup du tuyau, enfin de la gaine d'aspiration ou de rejet. Faut préciser aussi qu'il y a un marché de remplacement aujourd'hui sur de la chaudière individuelle dans le logement collectif qui est colossal, et de trouver des solutions hybridables, que ce soit hybridable, puisque, on va en parler, mais la possibilité d'y rajouter une chaudière individuelle à côté, ou alors une solution 100% thermodynamique. Je suis désolé, je t'ai coupé. Ouais, non, mais tu as raison, j'allais y venir. C'est du coup, en fait, associé à cette pompe à chaleur, qui est le module du haut, que vous voyez avec le petit afficheur. Vous voyez, il y a un petit module en bas qui va être notre module hydraulique. Et ce module hydraulique, on va le proposer en deux versions. Une version 100% électrique avec un appoint de 3 kW qui pourra permettre, dans le cas où on veut rester au 100% électrique ou qu'il n'y ait pas de chaudière gaz ou qu'on n'en ait pas besoin de s'en séparer. Et on a un deuxième module qui lui viendra qui a été développé pour s'interfacer sur un générateur chaudière gaz et qui viendra prendre le contrôle du coup de cette chaudière gaz. L'idée étant, via ce module, de pouvoir assurer la bonne coordination des deux générateurs, à la fois pompe à chaleur et chaudière, pour que le résultat pour le client soit en effet le meilleur possible, soit en termes de coût, soit en termes de taux d'émission de CO2. On va avoir des logiques de régulation différentes en fonction des besoins. L'idée étant que dans les pics, un peu comme ce qui a été présenté précédemment, mais dans les pics, on a la chaudière gaz, et puis quand la météo est plus clémente, eh ben, on fait jouer la pompe à chaleur et son efficacité avec son COP. Parler de performance. Alors oui, quelques informations pour vous donner. Donc il y a plus d'éléments évidemment qu'on pourra vous communiquer sur le stand si vous venez nous voir après. Donc stand 28, je crois. C'est ça. Merci. Quelques éléments quand même. Donc en fait, l'idée de cette pompe à chaleur, ça a été d'avoir une pompe à chaleur, très efficace. Donc l'objectif, c'était d'atteindre A triple plus sur un réseau d'eau à 35 degrés.
avec une puissance nominale de 3,5 kg, qui peut aller à 4,5 en max, donc en puissance max, et une température max d'eau en sortie de pompe à chaleur de 75 degrés. Donc après, si on imagine hybrider avec une chaudière gaz, bon ben voilà, ça, on a les puissances de la chaudière gaz et les températures de sortie d'eau de la chaudière gaz qui peuvent aussi dépasser ces valeurs. Mais là, en tout cas, c'est les valeurs de la pompe à chaleur elle-même. Donc évidemment, il y a un ventilateur qui va venir aspirer l'air à l'extérieur et rejeter l'air ensuite quand il aura été échangé. Donc voilà, je l'ai mentionné, donc 110 pascal de perte de pression disponible sur le réseau de gaine, 1300 m3 max de débit. Donc on a quand même un peu de débit qui passe, et donc on a 2 gaines de 250 mm de diamètre. Il y a eu un effort évidemment de fait sur le son, parce que c'est bien beau de mettre l'unité extérieure à l'intérieur pour des contraintes d'encombrement, mais voilà, il ne faudrait pas que le son finalement devienne ingérable du coup à l'intérieur du bâtiment. Donc aujourd'hui on a fait un travail aussi assez important sur l'isolation du compresseur et des éléments bruyants du système. Et enfin une température de fonctionnement qui peut aller jusqu'à moins 20 degrés, jusqu'à plus 43 sur la pompe à chaleur. Voilà, ce qui permet aussi de couvrir quand même la plupart des températures de la région en France. Il est important aussi de préciser que le R290 étant considéré comme A2L, donc légèrement inflammable, on a des quantités maximum autorisées et sur cet appareil, on a... Il est à 3. Hein. C'est à 3 le propane. C'est à 3 ? Oui. Ah, il est à 3, pardon, oui, pardon, il est carrément à 3, excusez-moi. Oui, et la quantité de fluide R290, c'est de... Ah oui, alors je ne l'ai pas dit, du coup, en effet, la charge de R290 est de juste en dessous de 600 grammes. Donc pour ceux qui connaissent, on est au-delà des 150 grammes qu'on va retrouver sur beaucoup de chauffe-eau thermodynamiques qui permettent de s'affranchir des composants de sécurité. Donc dans ce cas-là, évidemment, il y a tous les composants de sécurité intégrés à la machine, donc des capteurs de fuite, un mécanisme de surventilation dans le cas de détection d'une fuite. Enfin voilà, évidemment le produit respecte les normes et la sécurité. On sait que le propane, en effet, son talon d'Achille, c'est son explosivité. Mais voilà, aujourd'hui Midea, on l'a dit déjà, mais voilà, c'est le plus gros fabricant au monde de pompes à chaleur au propane. Donc la maîtrise de ce fluide est forte et le produit a été développé du coup en prenant en compte toutes ces considérations de sécurité. Et peut-être en complément, juste pour dire, donc on a parlé en effet de la rénovation avec une chaudière gaz existante qu'on pourrait garder et venir en appoint rajouter ce produit HPAC pour pouvoir décarboner à l'utilisation le produit, mais on pourrait aussi imaginer dans le neuf qui peut permettre une intégration du produit aussi facilitée, j'ai envie de dire, quand on prévoit les gaines techniques, quand on prévoit le placard ou en tout cas la zone accessible du produit. Et puis en effet c'est un produit plutôt dédié collectif, même si on peut l'imaginer en maison individuelle un peu serrée, mais c'est sûr qu'on va s'adresser là à des cas d'emploi où on aura des difficultés à installer une unité extérieure. Et ce produit vient vraiment combler ce trou un peu qu'on pouvait avoir dans la raquette, où si on ne peut pas mettre d'unité extérieure, on a quand même du mal à décarboner nos productions de CS. Les fiches PEP. La fiche PEP, elle est en cours, elle arrive. Mais elle est bien prévue parce que, voilà, on l'a dit, pour le neuf, c'est clairement un marché. Donc les fiches PEP seront là dans le cours de l'année. Ouais, alors sachant qu'effectivement, comme disait Jérémy, aujourd'hui on va s'adresser au marché plutôt sur de la rénovation. Donc on a d'abord à travailler sur ces sujets-là. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé sur le HPAC, mais c'est la disponibilité. Oui, donc je l'ai mentionné, on est en train de finaliser les phases d'industrialisation. Donc aujourd'hui... Pardon ? Je te donne une date. Ah, tu veux une date ? Non, aujourd'hui, les produits seront fabriqués à partir du mois d'avril. Donc ils vont arriver disponibles, on va dire, courant de l'été sur le marché français pour des installations à partir de septembre. Juste pour rappeler que le design et la R&D a été effectué en Europe par les équipes de Jérémy. Ce n'est pas le premier produit qui est lancé par Midea en Europe, qui est défini du même produit, enfin, du même cahier des charges. Il y a une logique aujourd'hui du groupe Midea de travailler plus sur les marchés que l'on adresse, aussi bien sur la R&D, mais aussi sur les centres de production. Ça, c'est des choses sur lesquelles on pourra discuter en passant sur le stand
28. 28. 28. Peut-être juste en complément aussi, quand même, pour expliquer, en effet, donc tu l'as dit, mais on a un centre aussi de design en Europe, enfin Midea a un centre de design en Europe à Milan. Et aujourd'hui, Midea a vraiment la volonté de se localiser sur les différentes régions où Midea opère. Donc aujourd'hui, il y a une volonté d'être présent en Europe avec des Européens, à la fois au développement, pour que les produits répondent aux besoins, hein, et avec des gens qui connaissent la boucle d'eau, ce qui n'est pas forcément le cas des fabricants, on va dire, asiatiques, hein, de base, qui sont plutôt sur la détente directe et LR. Mais donc voilà, donc cette volonté de connaître le marché, d'avoir les compétences en interne et de designer des produits qui correspondent aussi un peu à ce qui est attendu sur le marché européen. Et ce qui peut convenir aussi en termes d'architecte, d'intégration dans les bâtiments, et voilà, toutes les contraintes qu'on peut avoir au-delà des performances. On en a terminé. Merci pour votre écoute. Maintenant, on va passer aux questions, si vous le voulez. Il y aura des questions auxquelles on pourra vous répondre. Puis d'autres, peut-être pas. On va essayer en tout cas. Bonjour. Vous pouvez nous donner une idée de l'encombrement de la HPAC? Oui, alors c'est une idée, je ne l'ai pas de tête, hein, mais en gros, ça va être 700 mm de haut, 600 de large et 450 de profondeur. Merci pour votre intervention. Une petite question. Vous dites qu'on va aller chercher l'air sur l'extérieur avec la hatchback. Est-ce qu'il est possible d'aller la chercher dans un volume non chauffé, type cage d'escalier ou garage? Est-ce qu'il y a un intérêt aussi? Alors aujourd'hui, on ne voit pas vraiment l'intérêt de faire ce type de gainage, principalement parce que ça va significativement du coup, rafraîchir quand même la zone en question. C'est des choses qui se font sur les chauffe-eau thermodynamiques, mais ils ont quand même des puissances significativement plus faibles, qui sont plutôt autour de 1,5 kg de puissance de pompe à chaleur. Là, on est plutôt à 3,5 kg, 4,5 kg au max. Donc ça risque vraiment de créer des pièces très très fraîches. Donc aujourd'hui, la recommandation, c'est vraiment de le gainer sur l'extérieur. À savoir qu'il y a des accessoires aussi pour les gaines, notamment sur les sorties de mur ou les sorties en toiture. Oui, alors juste une précision qui n'a pas été faite jusqu'à présent, mais c'est un produit donc designé pour les pays en Europe, hein, pas uniquement pour la France. Donc aujourd'hui, il va être déployé dans tous les pays en Europe. Et on a déjà des contacts aussi, notamment en Hollande, qui est assez friand de ce type de produits, qui ont beaucoup de solutions de gaines de ventilation, d'accessoires de ventilation en toiture, qui sont il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui pour vraiment intégrer ce produit de la meilleure manière. Une question qui est sur le thème de l'étanchéité à l'air. Est-ce que vous avez solutionné ou contribué à solutionner la question entre le lien entre l'unité intérieure et l'extérieur? En général, on a des percements assez rudimentaires avec une mousse polyuréthane ou expansive. Est-ce que vous avez identifié des pistes d'amélioration sur ces pratiques? Vous voulez dire par rapport aux deux gaines, hein, aux deux carottages qu'il faudrait faire? C'est ça. Alors aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'étant donné les diamètres des gaines, il est pas probable, c'est qu'une solution qui nous paraît être pertinente, c'est plutôt faire une découpe rectangulaire qui viendrait du coup avec une pièce d'adaptation, reprendre les deux gaines, et puis du coup avec une bride qui viendrait faire le rectangle, qui paraît plus facile à gérer sur l'étanchéité, à faire quelque chose de propre, plutôt qu'en effet faire deux carottages qui peuvent être une étanchéité, une sécurité aussi. Est-ce que vous avez de la documentation sur ce sujet qui est disponible? Oui, alors sur le stand, on a un petit flyer qu'on pourra avec plaisir vous laisser. Et puis après, on pourra, on a d'autres éléments aussi à vous communiquer si besoin, qui ne sont pas forcément imprimés, mais en prenant vos coordonnées, on pourra vous recontacter sans problème. Ouais, surtout les accessoires qui vont avec. Ouais. Plus de questions?
Merci, bonjour. Ma question s'adresse au bureau d'études. Je voulais savoir, dans le projet qui a été réalisé en pleine montagne, comment avez-vous géré la puissance électrique complémentaire nécessaire pour l'installation de la PAC? Vu les, vu- Vu les puissances qu'il fallait mettre en œuvre, on a tiré un 36 kVA. Après, c'est un petit bâtiment. Aujourd'hui, le bâtiment, c'est pas non plus, c'est pas un appartement, c'est pas un truc avec 300 appartements. Aujourd'hui, l'intérêt, c'est les propriétaires qui se posaient la question comment réussir à passer la période de l'été. Parce que l'été, c'est la consommation ECS. Donc, faire tourner une chaudière fuel toute l'année juste pour 10 personnes ou 15 personnes l'été, c'est une aberration. Et aujourd'hui, avec les machines qu'on a, les COP, c'est totalement, enfin, je ne vais pas dire que c'est totalement démentiel, mais aujourd'hui, on arrive à faire des choses. Et quand je parlais de préchauffage, c'est pas, voilà, c'est pas pour être désagréable, mais on peut pas couvrir 100% du besoin en ECS. Il faut, voilà, en été, on peut, à mi-saison, on peut, mais en plein hiver, le truc, c'est que les personnes prennent les douches le matin, ils prennent les douches le soir. Donc, c'est des courbes qui sont atypiques qu'aujourd'hui, on ne peut pas réussir à simuler. Bonjour, j'avais une question sur l'acoustique et notamment pour la mise en place de la HPAC. Est-ce que ça peut être mis en œuvre je sais pas si c'est directement à la place d'une chaudière. Enfin, est-ce que ça doit être dans un local spécifique ou est-ce que ça peut être dans un espace ouvert, voilà, vu les contraintes acoustiques qu'on peut avoir avec ce genre d'équipement? Oui, alors, on voit les valeurs, on les a données. Donc, en gros, à l'intérieur, on va avoir 44 dBA de puissance acoustique. Donc, c'est à la fois trop et pas beaucoup. Donc, ça va être plus qu'un frigo, mais moins que d'autres choses, comme une machine à laver. Donc, aujourd'hui, la dimension du produit en fonction de là où est installée une chaudière. Le produit, il est quand même un peu plus gros en dimension qu'une chaudière, j'ai envie de dire lambda murale. Donc l'idée, c'est qu'il puisse venir se mettre en lieu et place, on va dire dans une petite buanderie, si c'est une buanderie, ou peut-être une cuisine s'il y a un placard qui permet de se mettre devant. Voilà, c'est les endroits qui paraissent être les plus adaptés. Néanmoins, il faut quand même qu'on ait les accès sur l'extérieur pour mettre les gaines. Après, oui, il faut quand même faut pas le mettre dans une chambre. Il faut être vigilant. En effet, s'il y a une pièce de nuit à proximité, c'est quand même un produit avec un compresseur à l'intérieur et qui va quand même générer 44 décibels de bruit. Buanderie, cuisine, zone technique. Ouais, en gros, c'est buanderie, cuisine, garage, zone technique. On va privilégier ces zones-là qui sont moins sujettes à être trop critiques en termes de bruit, parce qu'il y a déjà des choses, il y a déjà des produits, il y a déjà des produits domestiques qui sont dans ces zones-là. Bonjour à tous. Une question additionnelle par rapport au reste du réseau ECS. Est-ce qu'il y a eu d'autres modifications du réseau qui ont été faites, des ajouts de ballons de stockage ou de choses de ce type-là? Désolé, j'ai pas l'habitude. Donc oui, on a une production ECS avec un stockage qui est spécifique pour ça. Et après, on a un ballon serpentin pour la chaudière. Je ne sais pas où est la personne qui m'a posé la question. Bonjour. Une dernière question pour qu'on puisse rester dans le timing. Eh bien, c'était la dernière question alors. Merci à vous pour votre écoute. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas, vous l'avez compris, stand 28, si vous venez au 29, c'est juste à côté. On sera là et on aura plaisir à répondre à vos questions. Merci à vous. Merci.